Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous êtes dans le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le décès, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Bon, comme tous les décès, c'était triste, mais bon, ça s'est bien passé. Tu dis ça avec un air, on dirait que Oui, c'est quelque chose de... parce que, vous acceptez, parce que c'est un moment quand même assez douloureux et donc accepter qu'un être cher, vous n'allez plus avoir de contact physique avec elle, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Mais bon, c'est malheureusement le cycle normal de la vie. Exactement. Merci, voilà. Jean-Paul. Alors, l'actualité internationale nous emmène. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'adhésion du Gabon et du Togo au Commonwealth pour essayer de comprendre un peu d'abord qu'est-ce que c'est que le Commonwealth et puis quelles sont les raisons qui ont poussé ces deux États-là, qui sont des anciennes colonies de la France, anciennes colonies françaises, à adhérer dans une organisation qui est constituée essentiellement d'anciennes colonies britanniques et qui est même dirigée par le souverain britannique, la reine Elisabeth II. Alors, il faut savoir que Commonwealth, déjà, c'est Commonwealth of Nations. En réalité, c'est ça le vrai nom de l'organisation. Ça veut dire la communauté des nations. C'est une organisation qui est née en 1921. Et au départ, cette organisation avait pour but de réunir, si tu veux, les dirigeants des différents empires de l'Empire britannique, donc les différents empires qui composaient l'Empire britannique. Et donc, régulièrement, à partir de 1921, il va y avoir des rencontres de ces différents dirigeants-là. Et puis, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la montée des nationalismes et la montée des mouvements indépendantistes, il va y avoir déjà un certain nombre de pays qui vont quitter ce premier giron-là des empires de l'Empire britannique, mais pour maintenir le lien culturel et le lien historique entre la couronne britannique et ces anciens territoires sur lesquels elle avait une domination, ils vont mettre en place, ils vont élargir en quelque sorte ce Commonwealth-là. On va progressivement intégrer des pays qui vont acquérir leur indépendance. Et donc, à partir de là, on va voir petit à petit le nombre des pays membres du Commonwealth s'élargir jusqu'à devenir aujourd'hui, avec l'adhésion du Gabon et du Togo, ça va faire maintenant 56 pays. Alors dans ces 56 pays, il y a 32 qui sont traditionnellement des anciennes colonies britanniques. Et puis, à l'intérieur, il y a environ 7 ou 8 pays qui ont demandé, qui se sont séparés d'autres pays qui étaient qui faisaient partie aussi d'anciennes colonies britanniques. Je prends l'exemple du Bangladesh ou du Sri Lanka. Le Bangladesh et le Sri Lanka faisaient partie du Pakistan il y a eu la partition de l'Inde en 1947. Et puis à partir de là, pour des raisons si tu veux, géographique, parce que si vous regardez la carte, lorsque vous regardez le Pakistan actuel, vous regardez le Sri Lanka et vous regardez le Bangladesh, et bien vous voyez que ces trois territoires-là sont tellement éloignés les uns des autres que petit à petit, le Bangladesh et le Sri Lanka vont eux aussi obtenir leur indépendance et ils vont donc devenir à leur tour membres à part entière du Commonwealth. Et donc, au départ, cette communauté-là des nations était d'abord une communauté, si tu veux, culturelle et linguistique. Et puis, petit à petit, elle va devenir aussi, avec l'élargissement, avec l'augmentation de ses membres, elle va devenir maintenant une organisation économique. Et puis, jusqu'à la chute du mur de Berlin, une organisation, pas économique, plutôt politique, d'abord, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Pourquoi politique? Parce que le Royaume-Uni, faisant partie du bloc capitaliste, il était important pour les Américains que les Anglais puissent assurer, si tu veux, le fait que ces pays-là, membres de la couronne britannique, ne puissent pas basculer vers le camp communiste, même si en réalité, on va voir quand même quelques pays
faire un bref passage par la sphère communiste, puisque par exemple, si vous prenez le Sri Lanka, il va y avoir une guerre civile qui va durer plusieurs décennies, où on va avoir des maoïstes qui étaient des groupuscules armés qui voulaient prendre le pouvoir et installer, si tu veux, un régime marxiste-léniniste. Et puis, il y aura ces petits épisodes-là. Donc, par la suite, l'organisation, après la chute du mur de Berlin, l'organisation maintenant va prendre une autre connotation. Elle va devenir également une organisation politique. Et donc, à partir de là, il va aussi avoir un certain nombre de questions qui vont faire l'objet si tu veux, d'une harmonisation en quelque sorte, des questions liées par exemple aux droits de l'homme, des questions liées à la bonne gouvernance, etc. Même si, il ne faut pas l'oublier, les pays membres du Commonwealth restent libres, c'est une association libre entre les différents membres. Ça veut donc dire qu'en réalité, même si la reine d'Angleterre, même si le souverain britannique reste le chef de cette organisation, elle n'a pas, si tu vois, un pouvoir coercitif sur les différents membres de cette organisation-là. Les membres gardent leur souveraineté. Oui, les membres gardent leur indépendance et leur souveraineté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est, si tu veux, la mise en commun d'un certain nombre d'éléments, notamment les réseaux diplomatiques, les réseaux économiques, et puis derrière aussi, il y a les réseaux culturels et linguistiques. Il ne faut pas oublier que l'anglais est la langue la plus parlée dans le monde actuellement. C'est une langue qui est ultra dominante dans certains domaines, le domaine des affaires, le domaine de la recherche scientifique et technologique, le domaine de la diplomatie. Le domaine de la diplomatie. Donc, à l'ONU, on parle en anglais. Essentiellement en anglais, même si dans la charte de l'ONU, l'anglais n'est pas la seule langue officielle de l'ONU. Mais évidemment, il est clair que entrer dans le Commonwealth va permettre aussi d'abord de développer cet outil, parce que là, l'anglais va devenir un outil de développement, et ça, en l'occurrence, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et puis, par le biais des relations diplomatiques, on peut également maintenir des relations diplomatiques avec l'Angleterre, parce qu'il faut savoir que l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne. Et pour les anciennes colonies que sont par exemple le Gabon et le Togo, le fait que l'Angleterre sorte de l'Union européenne, ça coupe aussi, si tu veux, un lien qu'on avait par ricochet par le biais de la France, parce que pour avoir des relations avec l'Angleterre, ça passait essentiellement par la France, puisque la France et l'Angleterre étaient membres de l'Union européenne. Maintenant, le fait que l'Angleterre sorte de l'Union européenne, il y avait cette espèce de coupure. Et donc, comme l'Angleterre aussi, c'est un partenaire quand même, c'est la deuxième place financière au monde, c'est le pays de la langue anglaise. Et donc, si on veut développer l'anglais, quoi de mieux que de coopérer sur ce domaine-là avec l'Angleterre, et puis aussi de bénéficier des réseaux diplomatiques et économiques de l'Angleterre. Et surtout, il ne faut pas aussi l'oublier, il y a quand même près d'un tiers de la population qui est représentée dans le Commonwealth, c'est plus de 2,5 milliards d'habitants. Et donc, tout ça, c'est ces 2,5 milliards de potentiels consommateurs, ce réseau diplomatique qui est l'un des plus vastes et des plus denses du monde, et aussi tous les avantages liés aussi à l'utilisation de la langue, amènent de plus en plus d'États à commencer à adhérer à cette organisation-là. Ce n'est pas forcément la raison selon laquelle, comme certaines... on peut le lire ici et là. Certains hommes expliquent que, par exemple, pour l'adhésion du Gabon et du Togo, c'est dû à, si tu veux, un affaiblissement de l'influence de la France. Ça peut être lu de cette façon-là si on considère que le Commonwealth est l'alter ego de l'Organisation internationale de la francophonie. Il faut savoir qu'au départ, l'Organisation internationale de la francophonie, par exemple, c'était une organisation purement culturelle. Après, elle va s'élargir un peu comme l'a fait le Commonwealth pour devenir une organisation politique et puis une organisation économique. Malheureusement, ils n'ont pas encore atteint le niveau d'échange à l'intérieur, un niveau d'échange qui soit sur le plan politique et économique, qui soit au niveau du Commonwealth. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc, le Commonwealth va, à partir des années 90 aussi, commencer à opérer une
une autre transformation, un autre type d'élargissement. C'est qu'au départ, on avait traditionnellement des anciens territoires de l'Empire britannique qui entraient dans le Commonwealth une fois que ces territoires-là devenaient indépendants. Et à partir de 1995, on va voir par exemple le Mozambique être le premier pays non anglophone qui n'est pas une ancienne colonie britannique, parce que le Mozambique était une colonie portugaise, adhérée au Commonwealth. Mais ce qui est intéressant par exemple pour le Mozambique, c'est que le Mozambique adhère au Commonwealth, non pas d'abord pour les raisons liées à l'économie, au marché, etc. Mais l'adhésion du Mozambique était, si tu veux, indispensable si elle voulait se développer. Pourquoi? Parce que quand vous regardez dans la carte, le Mozambique est entouré par que des pays anglophones. Vous avez la Tanzanie, vous avez la Namibie, vous avez l'Afrique du Sud et le Lesotho. Donc, il n'y a que des pays anglophones qui entourent le Mozambique. Et donc, le Mozambique, ne commerçant directement qu'avec des pays anglophones, il était quoi de plus normal que d'adhérer donc au Commonwealth. Au Mozambique, on parle le portugais. Oui, on parle le portugais. Mais comme ils ne sont entourés que par des pays anglophones, eh bien, quoi de plus normal que d'adhérer à une organisation anglophone pour justement renforcer ces liens-là avec non seulement les pays voisins, mais aussi avec l'ensemble des pays qui appartiennent à cette communauté-là. Le cas du Rwanda aussi est assez intéressant, puisque lorsque le Rwanda entre en 2009, il faut bien comprendre qu'après la guerre civile qui est issue du génocide de 1994, si tu veux, la nouvelle élite qu'on va retrouver à la tête du Rwanda, c'est une élite qui avait fait ses classes dans des pays anglo-saxons ou dans des pays anciennes colonies britanniques, en l'occurrence l'Ouganda. Donc, lorsque cette nouvelle élite-là va arriver au pouvoir, eh ben, elle ne va pas se sentir culturellement très proche de la France. Et donc, elle va essayer de renforcer les liens qu'elle avait avec les territoires dont cette élite-là revenait, donc en l'occurrence avec des pays anglophones. Et donc c'est ainsi qu'en l'occurrence le président Paul Kagame est un excellent exemple. Il est le président d'un pays culturellement francophone, mais lui-même ne parle pas un seul mot de français. Et donc ce qui va faire que tout naturellement, cette élite-là dirigeante rwandaise se trouvant, constatant qu'elle était bien plus proche des anglo-saxons que des francophones, va donc tout naturellement opérer ce rapprochement-là avec le Commonwealth, et c'est la raison pour laquelle le Rwanda est devenu membre du Commonwealth. Or, le Gabon et le Togo, on n'a pas des dirigeants qui sont, si tu veux, de culture anglo-saxonne, même si, par exemple, le président Ali Bongo, tout le monde sait qu'il a fait une partie de ses classes dans des pays anglophones et qu'il maîtrise parfaitement la langue de Shakespeare, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il est véritablement, il a envie de quitter, si tu veux, le giron francophone. Non, il y a une logique, et c'est la même logique qu'il y a au Togo, c'est-à-dire qu'on constate que l'anglais est un plus en matière de développement et en matière de relations économiques, parce que c'est la langue des affaires, c'est la langue, si tu veux, qu'il faut maîtriser si on veut accélérer, si tu veux, son entrée dans l'espace des pays émergents. Et donc, quoi de plus normal que d'adhérer à cette organisation de pays anglophones avec la projection, avec l'ambition justement d'accélérer cette transformation-là qui va nous permettre, cette transformation culturelle et linguistique, qui va nous permettre ensuite de tirer profit d'une potentielle transformation économique. Donc c'est un peu cette lecture-là qui est différente de celle qui s'est passée pour le Rwanda en 2009 ou du Mozambique en 1995, qui explique l'entrée du Togo et du Togo et du Gabon dans le Commonwealth. Mais ça veut aussi dire que évidemment, si tu veux, l'image que renvoie aussi le Commonwealth est très importante. Parce que lorsque l'on regarde les opinions publiques, par exemple, du Togo et du Gabon, la plupart des opinions publiques ont accueilli favorablement cette entrée au Commonwealth. Pourquoi? Parce que les opinions publiques considère encore aujourd'hui que le fait que le Gabon ou le Togo ait été pendant très longtemps très proche de la France, eh bien, ça ne lui a pas apporté grand-chose en matière de développement économique. Au contraire, ça a même créé une espèce de stagnation de ces pays-là. Il n'y a pas eu de véritable transformation, il n'y a pas eu de véritable évolution économique, transformation économique, à l'instar de ce que l'on peut observer dans les pays anglophones ou les anciennes colonies britanniques. Si vous prenez les pays d'Afrique australe, là-bas, évidemment, les économies sont bien plus dynamiques que celles d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest, qui sont majoritairement des anciennes colonies françaises. Donc, c'est ce qui fait que les opinions publiques, donc les populations, espèrent que
par le biais de cette adhésion au Commonwealth, eh ben, si tu veux, il va y avoir aussi une accélération de ce développement économique, à l'instar de ce que l'on peut voir dans les pays de culture anglo-saxonne ou de culture anglophone. Donc ça, ce sont évidemment les raisons qui poussent. Ça ne veut pas dire que les gouvernements vont, si tu veux, se détacher ou vont se détacher de la France. Non, la France va toujours jouer un rôle très important, surtout dans le domaine diplomatique. Mais il est clair que sur un plan économique et sur un plan culturel, le Gabon comme le Togo ont décidé, et ça c'est pas un secret de polichinelle, depuis de nombreuses années, de diversifier d'abord les partenariats, de diversifier, si tu veux, les échanges économiques, y compris avec les pays qui ne partagent pas forcément la même histoire ni la même culture. Et tout ça, c'est évidemment pour le bien-être des populations et surtout également pour le rayonnement diplomatique et politique de notre pays. D'accord, merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va réécouter le discours du président qui a été diffusé hier sur toutes les chaînes de télévision nationales. Gabonaises, Gabonais, mes très chers compatriotes, we made it. Cette expression en langue anglaise signifie « nous y sommes arrivés ». Le 25 juin 2022, le Gabon est devenu membre du Commonwealth, une famille forte de 56 pays regroupant 2,5 milliards de personnes. Ce jour est historique. 62 ans après notre indépendance, notre pays s'apprête à ouvrir une nouvelle et glorieuse page de son histoire, j'en suis certain. L'idée de faire adhérer le Gabon au Commonwealth, je l'ai longtemps mûri avant de prendre ma décision. Cette décision, je l'ai par la suite toujours assumée, contre vents et marées. Et Dieu sait si les vents ont souvent été contraires. Je tiens ici à remercier l'ensemble des membres de cette grande famille qu'est le Commonwealth, qui nous ont soutenus et ont permis l'intégration de notre pays au sein de cette organisation de premier plan. Mais avant tout, cette adhésion n'aurait pas été possible sans les efforts de tous, des institutions, des administrations, des associations et de vous, citoyens de notre grand pays. Aujourd'hui, c'est le Gabon, nous tous au Gabon, qui avons gagné. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Mes chers compatriotes, l'adhésion du Gabon au Commonwealth est une reconnaissance. La reconnaissance que notre pays, quoi qu'en disent les mauvaises langues, ici comme ailleurs, est un pays qui progresse dans la bonne direction, qui est chaque jour plus solide sur le plan économique, plus juste sur le plan social, plus ouvert sur le plan sociétal. Si le Gabon n'avait pas été au niveau, comme certains l'ont prétendu, jamais il n'aurait été admis au sein de cette prestigieuse organisation. Or, notre pays est largement au niveau. Nous sommes largement au niveau. Cette adhésion au Commonwealth en est la preuve. L'adhésion du Gabon au Commonwealth est aussi et avant tout une opportunité sur le plan économique. Notre pays est mieux placé pour attirer des investisseurs internationaux dans des secteurs toujours plus diversifiés. L'anglais est la langue la plus parlée dans le monde. Elle est la langue des affaires. Pour nous Gabonais, l'adhésion au Commonwealth signifie à terme plus d'emplois créés, plus de richesses distribuées. Sur le plan diplomatique, l'adhésion au Commonwealth permet à notre pays de poursuivre sa politique de rayonnement sur la scène internationale et de diversification de partenariats. Le Gabon est un pays souverain. Ses institutions doivent être respectées. Moi, président, je ne tolérerai pas qu'il en soit autrement. Cette adhésion au Commonwealth est de nature à conforter notre position déjà forte sur la scène internationale. Elle nous permettra d'être encore plus respectés et il y a de quoi. Le Gabon est membre pour 2 ans du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur le climat, le sujet du siècle, le Gabon est un acteur de premier plan.
L'adhésion au Commonwealth est également bénéfique sur le plan culturel. Demain, nos étudiants auront plus facilement accès aux meilleures universités, dont nombre sont anglophones. Ils auront accès aux savoirs les plus innovants, dont beaucoup sont en langue anglaise. S'ils parlent également l'anglais, ils verront leur opportunité décuplée au Gabon, comme partout dans le monde. Mes chers compatriotes, nous vivons aujourd'hui un tournant historique, aussi important que celui intervenu en 1960. Pour le Gabon, l'adhésion au Commonwealth, c'est la promesse d'un présent prometteur, mais aussi et surtout, à l'heure de la mondialisation, la garantie d'un avenir meilleur. Demain ne sera plus tout à fait comme aujourd'hui. En attendant, nous pourrons être fiers de nous.